Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels et nos solutions technologiques de référence. Chers internautes, passionnés de technologie, entrepreneurs et bâtisseurs du futur, 2 applications 100% conçues et développées par Cedrosage Ltd sont désormais à votre service. Cedrosage Ltd, votre accélérateur de digitalisation. Optimisez votre activité, structurez votre présence en ligne et passez à la vitesse supérieure. Que vous soyez entrepreneur, PME ou porteur d'un projet innovant, cette application vous permet d'accéder à des formations exclusives, des outils numériques stratégiques et un accompagnement pour booster votre chiffre d'affaires tout en vous ouvrant aux marchés internationaux. Cedrosage Bitcoin, la plateforme éducative ultime pour comprendre, maîtriser et intégrer le Bitcoin dans vos activités économiques. Pensez pour les novices comme pour les curieux avancés, elle vous guide pas à pas dans le monde des crypto-monnaies, tout en vous outillant pour gagner en autonomie financière à l'ère du numérique. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec 2 leaders mondiaux de l'écosystème crypto, Now Payments et Change NOW. Pourquoi ce partenariat est-il crucial pour vous? Now Payments vous permet d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres sur vos sites ou boutiques avec une intégration fluide, rapide et sécurisée. Plus besoin d'être développeur ou expert, la solution est pensée pour tous. Change NOW, c'est l'outil parfait pour échanger vos crypto-monnaies en quelques secondes, sans inscription ni limite. Transparent, rapide, fiable, il vous permet de gérer vos actifs numériques avec flexibilité et sécurité. Ensemble, Cedrosage Ltd, Now Payments et Change NOW vous offrent une porte d'entrée complète vers l'innovation, l'éducation et l'indépendance financière. Les liens pour télécharger nos applications sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre avenir. Scannez, téléchargez, apprenez et passez à l'action. Merci à nos partenaires pour leur confiance continue. Ah oui? Puis il a touché un nouveau sommet, au-delà de 123 000 entre lundi et mardi. C'est ça. Mercredi, bon ça c'est un peu tassé, autour de 117 600 $, mais ça reste quand même une hausse de plus de 80% sur un an. C'est énorme. Absolument, énorme. Et la capitalisation totale du marché crypto, elle a frôlé les 3,8 billions de dollars. C'est considérable. Mais qu'est-ce qui explique cette dynamique? Alors, il y a plusieurs choses en fait. D'abord, la demande institutionnelle. Via les ETF Bitcoin au comptant, ça ne faiblit pas. L'ETF EBIT de BlackRock, par exemple, il détient à lui seul 625 000 BTC. Ça donne une idée de l'ampleur. 625 000, d'accord. Ensuite, il y a eu un environnement macroéconomique, disons favorable. Le dollar américain était un peu plus faible. Et puis, il y a cet optimisme politique pro-crypto qui vient de l'administration Trump. Ça a joué, c'est sûr. Et il ne faut pas oublier non plus un phénomène technique, un gros short squeeze lundi. Ça a liquidé quasiment 200 millions de dollars de positions courtes. Ah oui, les vendeurs à découvert qui sont forcés de racheter. Exactement. Et ça pousse le prix à la hausse mécaniquement. D'accord. Donc si je comprends bien, on voit une vraie transformation. C'est moins la spéculation pure peut-être, et plus l'influence des gros acteurs, des flux institutionnels et de la macroéconomie. C'est tout à fait ça. Et ce qui est fascinant, c'est que ça suggère que le Bitcoin est en train de mûrir d'une certaine manière. Il devient plus classique comme actif. Disons qu'il devient plus sensible à la politique monétaire globale, un peu comme l'or ou certaines actions. Alors ça pourrait réduire la volatilité extrême qu'on a connue par le passé. Ce qui serait pas plus mal pour certains. Oui, mais ça pourrait aussi potentiellement modérer les gains explosifs, fini les X10 en quelques mois peut-être. Justement, en parlant de ce qui influence le marché, il y a eu cette fameuse Crypto Week à Washington la semaine dernière. C'était à la Chambre des représentants. Oui, l'objectif, c'était de faire avancer 3 lois importantes. C'est ça, le Genius Act pour les stablecoins, avec l'exigence de réserve 1 pour 1. Très important, ça. Le Clarity Act, pour essayer de clarifier qui de la CFTC ou de la SEC surveille quoi sur le marché crypto. Le fameux débat. Et puis une loi anti-CBDC pour interdire une monnaie numérique de banque centrale fédérale. Tout ça semblait bien parti, la Maison-Blanche donnait son feu vert, l'industrie était à fond. Et puis, mardi, coup de théâtre. Patatras, oui. Un vote de procédure qui échoue et c'est ça qui bloque tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, 13 républicains ont voté contre, pas sur le fond, mais sur la méthode de vote. Ils ne voulaient pas voter les projets en bloc, mais séparément. Ah, d'accord. Une question de procédure, en gros. Voilà. Mais le résultat est là, les textes sont bloqués. Grosse déception pour l'industrie. On a vu Coinbase réagir assez vivement.
Et qu'est-ce que ça nous dit plus largement? Mais ça illustre bien le fossé qu'il peut y avoir entre une ambition politique, même affichée pro-crypto, et la complexité réelle du processus législatif aux États-Unis. C'est compliqué. Donc l'incertitude réglementaire, elle persiste. Exactement. Et ça pourrait freiner l'innovation sur place aux États-Unis. Et paradoxalement, ça pourrait renforcer la position d'autres régions, peut-être plus agiles, qui arrivent à mettre en place des cadres clairs. On pense à l'Europe avec MiCA, mais aussi Hong Kong, le Japon. C'est intéressant ce décalage. Parce que pendant que ça bloque à Washington, sur le plan financier, l'adoption par les institutions, elle, continue à plein régime, non? Ah oui, absolument. Les afflux dans les ETF comme IBIT de BlackRock ou FBTC de Fidelity restent très forts. Et on a vu MicroStrategy, qui a encore acheté, Mardi, c'est ça? pour presque 500 millions de dollars de Bitcoin. Oui, 472,5 millions. Ils continuent leur stratégie d'en faire une réserve de trésorerie. Et même des mineurs, comme Mara, qui investissent dans des gestionnaires d'actifs crypto. C'est un signe fort. Ça renforce l'image du Bitcoin comme or numérique, une sorte de couverture contre l'inflation. C'est le narratif dominant, oui. Et sa corrélation qui augmente avec les facteurs macro, ça va dans ce sens. D'ailleurs, sur le plan technique aussi, ça bouge. Ah oui. Oui, il y a des propositions importantes qui circulent. Une sur la cryptographie post-quantique pour assurer la sécurité du réseau à très long terme face aux futurs ordinateurs quantiques. C'est de l'anticipation, ça. Tout à fait. Et une autre, le BIP 119, qui vise à améliorer la scalabilité, la capacité du réseau à traiter plus de transactions. Sans oublier le Lightning Network, la surcouche pour les paiements rapides, qui continue d'évoluer, par exemple en intégrant des stablecoins. Donc, si on fait le bilan, d'un côté, il y a un optimisme assez marqué. On voit des prévisions comme celle de Standard Chartered, qui parle de 200 000, voire 250 000 dollars d'ici fin 2025. On entend parler d'un âge d'or des actifs numériques, Oui, l'ambiance est plutôt positive sur les marchés, c'est clair. mais de l'autre. Mais de l'autre, le scepticisme et les critiques demeurent. Les arguments classiques sont toujours là, l'absence de valeur intrinsèque, la fameuse théorie du plus grand fou. La volatilité, même si elle semble diminuer un peu, reste un problème pour une utilisation quotidienne. La lenteur et le coût des transactions sur la chaîne principale aussi. Et puis, bien sûr, l'impact environnemental du minage et l'utilisation potentielle pour des activités illicites. Ça reste des sujets sensibles. Alors, au final, comment on peut résumer la situation? On a une sorte de dichotomie, non? C'est exactement ça, une tension claire. Le Bitcoin est perçu à la fois comme un actif financier qui se sériosifie, qui est adopté par les grandes institutions, Et en même temps, comme un objet spéculatif, risqué, énergivore, et dont l'utilisation fondamentale fait toujours débat. Voilà, les deux coexistent. Donc, en résumé de cette période intense, une forte hausse du Bitcoin, tirée par les institutionnels, c'est clair. Mais freinée, ou en tout cas complexifiée, par une impasse réglementaire assez notable aux États-Unis, malgré une volonté politique qui semblait pourtant là. Oui, l'actif mûrit, il s'intègre dans la finance traditionnelle, mais les questions fondamentales sur sa nature, son rôle, son avenir, elles restent très vives. Et il y a cette dimension de concurrence réglementaire mondiale qui s'accélère, comme vous le disiez. Absolument. Pendant que les USA hésitent, d'autres pays avancent leurs pions pour attirer cet écosystème crypto. Le Japon, Hong Kong, on a même vu Nauru faire des annonces. Cette compétition pourrait vraiment redessiner la carte de la finance numérique. Une dernière pensée peut-être pour nos auditeurs. Si l'adoption institutionnelle tend à stabiliser le Bitcoin, à le rendre plus mainstream, mais que la réglementation mondiale reste très fragmentée, est-ce qu'on ne risque pas de voir émerger deux sortes de Bitcoin? Un Bitcoin très encadré, financiarisé pour les gros acteurs, et un autre, peut-être plus proche de l'idéal originel décentralisé, mais plus underground, moins accessible ou moins légitime. C'est une question intéressante, je trouve. C'est une excellente question pour conclure, en effet. À méditer.